On inclut dans les tétrapodes tous les vertébrés qui sont équipés de membres avec des doigts. Donc, notamment, ça inclut nous, les humains, mais aussi l'ensemble des mammifères, des oiseaux, de ce qu'on appelle les reptiles et des amphibiens. On considère que tous les tétrapodes ont un ancêtre commun qui serait chez les poissons, puisque les poissons, c'est les tout premiers animaux équipés d'un squelette osseux, un squelette interne, avec une colonne vertébrale. Et la transition entre les poissons et les tétrapodes est survenue au Dévonien, à la toute fin de cette période-là, puisque c'est dans ces couches de roches-là, à la fin du Dévonien, qu'on retrouve l'apparition des tout premiers animaux équipés de pattes avec des doigts. L'érosion naturelle aide beaucoup à la découverte de nouveaux fossiles. Juste avec le ruissellement, le gel et le dégel au printemps, dès le début, au mois de mai, on commence à trouver des fossiles qui sont tombés d'eux-mêmes de la falaise. Ce qui fait que tout au long de l'été, on va faire des récoltes qu'on dit préventives pour aller récolter le fruit de l'érosion. Et chaque année, on a jusqu'à 250 fossiles et même plus qui sont trouvés de cette façon-là sur la plage. Le bord de mer de Miguacha en Gaspésie a été pendant des générations le terrain de jeu de jeunes et moins jeunes. Quelques familles de Miguacha ont, à un moment ou à un autre, récolté des fossiles. Comme ils connaissaient bien le territoire, ces Gaspésiens ont également pu guider les scientifiques du monde entier dans leurs fouilles. Dès la fin 19e, début 20e siècle, les habitants ont remarqué qu'est-ce que recelait leur sous-sol. Certains plus que d'autres. Il y a des familles qui sont plus associées aux fouilles sporadiques qui se faisaient à l'époque. Les Landry, les Plourdes. Dans les Plourdes, c'est vraiment intéressant. Il y a Euclide, il y a Antoine, son père, Euclide, Ralph. C'est des gens qui se sont comme... On parle d'Euclide comme quelqu'un de très affiné, qui était capable, qui avait l'œil pour trouver des fossiles de façon intéressante. Ils ont travaillé aussi avec, on parlait des chercheurs qui venaient beaucoup à cette période-là. On parle d'Américains, on parle d'Européens, de Canadiens qui viennent et c'est eux qui vont les aider, les diriger. Les Plourdes, les Landry vont justement être là pour aider les chercheurs étrangers à repérer les bonnes strates, les bonnes couches de roches et vont fournir aussi beaucoup de matériel à ces chercheurs-là. Tout ça, ça va permettre à Miguacha de radier à l'échelle internationale, puisque ces fossiles-là vont être utilisés pour alimenter la recherche sur les poissons du Dévonien ou les plantes. Rencontrer un artiste comme Bernard Pelletier de Parc Canada m'a permis d'avoir un point de vue différent. Comprendre sa perception de l'environnement et son processus créatif m'a permis de voir les différents aspects de la beauté, de l'histoire et des couleurs que ces lieux ont à offrir. Je voulais présenter le parc national de Miguacha d'une façon la plus différente possible. J'ai eu la chance d'avoir accès à un fossile. Alors, les gens du parc m'ont prêté ce magnifique fossile. Il y avait un beau défi à travailler sur la pièce d'art. Moi, je considérais ça comme une pièce d'art, le fossile en tant que tel. Alors, ça a été un beau défi à faire aussi au niveau technique. Miguacha, au fil du temps, va attirer l'attention de paléontologues de partout à travers le monde, notamment des paléontologues américains, britanniques, mais l'histoire va surtout retenir l'intérêt que vont avoir les Suédois pour le site de Miguacha. Le rôle des Suédois dans l'histoire de Miguacha est assez étrange, puisque ça a commencé dans les années 1920 à peu près, ou fin des années 1920, où le professeur Stensieux, un grand professeur suédois, spécialiste de paléontologie des premiers vertébrés, est venu à Miguacha tout simplement pour faire comme faisait tout le monde, c'est-à-dire acheter des fossiles. Järvik, c'est un Suédois qui est venu ici. Il a travaillé et a documenté sur Eusthenopteron fordi, qui est le prince de Miguacha, qui est un des spécimens vedettes là, chez nous au parc. Il a écrit de 1937 à 1996
au bon mot 30 ouvrages scientifiques juste sur le Stenopteron-fordi. Et juste sur le museau, la tête, il va écrire au-delà de 440 pages pour documenter là, ce fossile. Imaginez le travail. C'est une vie à travailler sur ce poisson-là. Je suis venu ici pour observer les trésors de Miguasha. Mais ce que j'ai trouvé n'est qu'une petite partie de ce qui a été découvert à l'origine. C'est une trouvaille tellement incroyable pour l'humanité que les fossiles ont été acheminés aux quatre coins de la planète pour être étudiés et compris par les scientifiques. La province de Québec s'est intéressée au site par le biais de deux scientifiques québécois, entre autres Laverdière, Morin. Un et l'autre étaient à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Ils vont comme travailler auprès du ministère pour les inciter et leur démontrer l'urgence de protéger le site. À l'époque, en 1937, le ministre des Mines de l'époque a mandaté un jeune technicien qui s'appelait René Bureau. Alors, René Bureau a joué un rôle clé dans la mesure où il était le principal promoteur de cette préservation de Miguasha, cette conservation en tant que patrimoine québécois de Miguasha. Et effectivement, René Bureau avait été horrifié dans les années 1930 par le trafic de fossiles qui se faisait à partir de Miguasha. Des camions entiers de fossiles, de superbes fossiles, partaient aux États-Unis, mais aussi en Europe, en abondance. Et René Bureau, en 1900, je crois que c'est en 1937, a décidé de faire quelque chose pour sauver Miguasha. Et son but était de faire en sorte qu'un jour, ces fossiles de Miguasha restent au Québec, qu'il y ait de grandes collections conservées au Québec. En 1972, quand le gouvernement du Québec s'est porté acquéreur du site de Miguasha, je pense que les gens ont compris l'importance que revêtait le territoire de Miguasha et pour certaines familles, ils ont même redonné les fossiles qu'ils avaient en collection. En 1976, l'Université du Québec à Rimouski amorce la mise en valeur du site. 2 ans plus tard, en 1978, le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ouvre le premier centre d'interprétation qui accueille un peu plus de 8000 visiteurs lors de sa première année. Les efforts de René Bureau et des citoyens de Miguasha portent fruit en 1985 quand les falaises deviennent officiellement un parc du réseau des parcs nationaux du Québec. C'est enfin le 4 décembre 1999 que le site fossilifère de Miguasha est recommandé pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Protéger pour les générations futures un bien unique. Je pense que c'est l'essence du travail qu'on a à faire. La recherche, présentement, va faire en sorte qu'on va pouvoir encore aller plus loin dans la connaissance du monde du Dévonien, dans les fossiles qu'on va pouvoir dégager, dans les études, les recherches qui vont pouvoir être faites. Je pense aux différents doctorats qui s'en viennent dans les prochaines années. Un grand défi pour Miguasha, je crois que ça va être de maintenir le bon équilibre entre les deux missions principales du site. D'une part, alimenter la recherche sur nos fossiles et d'autre part, favoriser l'éducation du public sur les fossiles de Miguasha et de façon générale sur l'histoire de la planète. Nous avons un petit partenariat entre le parc de Miguasha et le Muséum national d'histoire naturelle de Paris depuis les années 80.
Ça a permis à de jeunes Québécois de venir se former en paléontologie des vertébrés et spécifiquement en paléontologie des premiers vertébrés, des poissons fossiles du Dévonien. Il y a l'aspect recherche qui est important de continuer à développer à Miguacha. La recherche faite par des gens du Québec. Avec l'Université du Québec à Rimouski, ça favorise ça. Mais il y a encore des nouvelles avenues de recherche à développer et aussi d'augmenter l'utilisation des nouvelles technologies en paléontologie. Le site de Miguacha a été choisi à l'échelle internationale pour représenter la période du Dévonien. Ça, c'est tout un défi parce qu'il n'est pas évident de représenter par un site une période qui s'est échelonnée sur quelques 50 millions d'années. Et pour toute personne qui vient à Miguacha, je dirais que ça devient pratiquement une évidence. Pourquoi est-ce que Miguacha doit être protégé? C'est un site à caractère exceptionnel. Faire partie du bien patrimoine mondial, cette reconnaissance de par l'UNESCO vient dire que nulle part ailleurs au monde vous allez retrouver ce que vous retrouvez au Parc national de Miguacha. Ça nous met l'égal, je dis toujours, d'un château de Versailles, d'une grande muraille de Chine. Ça crée l'unicité du site, du bien. On pourrait dire que c'est comme un petit fragment du passé, un petit fragment du Dévonien qui est resté piégé dans la trame du temps, puis qu'on peut découvrir aujourd'hui comme une fenêtre ou une porte qu'on ouvrirait sur le passé très profond, le passé de nos origines. La quantité de fossiles qu'on va retrouver aussi, autour de 9000 spécimens dans les différentes universités et musées dans le monde, 11 271 spécimens dans la collection nationale du Parc de Miguacha. Sur l'échelle de temps de notre planète, l'homme n'est présent que depuis un très bref moment, résultant d'une longue évolution. Dès notre apparition, nous avons continué ce processus d'évolution en tentant de comprendre notre environnement afin de mieux s'y adapter, puis afin de mieux adapter notre environnement à nos besoins. Essentiellement, ce qui se déroule à Miguacha est la continuation de cette curiosité primaire, ce désir, ce besoin de comprendre notre monde, de sa formation jusqu'à l'instant présent. Ce site m'a appris qu'il n'est pas toujours nécessaire de parcourir le monde de long en large pour faire les découvertes les plus importantes. Les plus grands trésors se trouvent souvent devant nous. Demain, un nouveau secret pourrait être révélé ici à Miguacha dans les nombreuses strates de l'histoire. Mais aujourd'hui, il est temps de continuer ma propre évolution.